Dans son numéro, Monsieur Norbert Yamba Yamba, il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, panafricaniste et un chercheur des Réunions. Avec lui, nous allons parler toujours du développement de l'Afrique avec un thème bien choisi et bien déterminé, les traditions et développement de l'Afrique. Bonsoir, Monsieur Norbert Yamba Yamba. Bonsoir Kabila. D'entrée de jeu, face à ces sujets, faudra-t-il admettre qu'un changement de paradigme dans les modes de gouvernance s'impose pour le développement de l'Afrique? Ça va de soi, Kabila. Ça va de soi parce que lorsqu'on observe notre pays, il faut élargir la réflexion au niveau de l'Afrique subsaharienne. On a l'impression que les choses n'ont pas avancé. Certainement qu'avant l'arrivée des colons, nous avions une manière de faire les choses sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sanitaire, transport, infrastructurel, religieux. Nous avions notre patrimoine, nous avions nos traditions. Et voilà, les Occidentaux sont arrivés, ils nous ont bloqués à 3 niveaux. Au niveau de leur religion importée, dite révélée, au niveau du système éducatif, au niveau du système politique. Et ils ont mis en place un certain nombre d'instruments pour nous neutraliser, nous enlever ce que nous avions comme savoir traditionnel. Et voilà, ce sont des médias, ce sont des ONG, ce sont des écoles ésotériques, philosophiques et mystiques. Je ne vais pas parler des institutions financières internationales, je ne vais pas parler des bases militaires, je ne vais pas parler des systèmes des Nations Unies. Tous ces instruments ont été mis en place pour nous allouer ce que nous sommes, pour mettre dans notre cerveau ce qu'eux veulent que nous soyons. Et la religion, vous savez que c'est un phénomène récent. Nous avons vécu des années, des millénaires avec nos traditions, et ça s'est transmetté de génération en génération. Alors, ce qu'ils nous ont donné comme modèle économique, ce qu'ils nous ont donné comme modèle politique, ce qu'ils nous ont donné comme modèle religieux, oui. Nous avons tenté. Et ça fait autant d'années d'indépendance. Aucune suite favorable. Et puis bon, il n'y a pas d'issue favorable. Il n'y a pas de changement. Alors nous pouvons nous poser des questions. Allons-nous continuer naturellement avec les systèmes de valeurs importés, ou allons-nous revenir véritablement à nos traditions et inventer par ce fait, n'est-ce pas, un paradigme qui correspondrait à notre progrès? Voilà la préoccupation qui est la nôtre, et voilà les schémas qui visiblement peuvent donner des résultats. Très bien. Faire le contraire serait perdre inutilement du temps et on n'aura pas de... Mais c'est Norbert Yamba Yamba, avec tout ce que vous venez d'évoquer comme problème que l'Afrique a connu depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, est-ce que l'Afrique réussira-t-elle un jour à accéder dans le firmament des nations émergentes? Oui, mais Kabila, l'Afrique a été la plus grande puissance mondiale. 35 siècles avant l'ère chrétienne, l'Afrique a été une puissance politique, une puissance militaire, scientifique, culturelle. On a assisté à des migrations, même des réfugiés européens et asiatiques qui venaient siéger chez nous, en Égypte antique, des charbons, des noirs de charbon. Qu'est-ce qui explique que nous puissions encore rééditer cet exploit si jamais nous nous posons sérieusement des questions pour dire qu'est-ce que nous avons été, quelles ont été nos traditions, quels deviennent véritablement ces héritages traditionnels, quels sont les éléments qui ont fait que nous puissions trébucher, qu'est-ce que nous faisons pour sortir véritablement de cette situation et prendre la tangente. Si toutes ces questions, nous arrivons véritablement à les répondre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que nous avons, c'est pas quelque chose de congénital. Nous avons démontré à travers le monde que nous étions puissants et nous pouvons devenir puissants. Et aujourd'hui, Kabila, il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Lorsque vous regardez la superficie africaine,
vous avez pratiquement une superficie de 30 millions et quelques de kilomètres carrés. Lorsque vous prenez la Chine, vous prenez les États-Unis, vous prenez l'Europe, ensemble, ça fait la taille de l'Afrique. Lorsque vous prenez la Chine, l'Inde, les États-Unis, ça fait la taille. Parce que vous faites allusion à la dimension géographique. À la dimension géographique. Géographique, oui. Et donc, cette dimension géographique, avec des variétés, des diversités culturelles et des ressources naturelles cohérentes, etc. Lorsque vous posez la question sur notre population, oui. Aujourd'hui, l'Afrique, pratiquement, compte 1 milliard 300 millions d'habitants, à l'instar de l'Inde. Pratiquement, nous approchons la Chine, qui a 1 milliard 400 milliards 500 millions de personnes. Lorsque vous regardez l'âge, la moyenne d'âge au monde de la jeunesse est de 30 ans. En Europe, c'est 42 ans. Et en Afrique, c'est 19 ans. Et il est dit que en 2060, en 2050, l'Afrique aura 2 milliards 500 millions d'habitants. Il y a une perspective d'avoir 60% de la jeunesse mondiale, qui est une population active. Et que l'Occident, comme l'Asie, l'Orient, ils auront une population vieillissante de l'ordre de 60%. Celle 40% sera une population active. C'est que l'assistance, la sécurité sociale aura des difficultés parce qu'il n'y a que 40% qui seront actifs. Et par là, est-ce que les développements... Non, je n'ai pas terminé. Sur le plan démographique dont vous faites allusion, est-ce que la démographie peut booster les développements de l'Afrique? Oui, tous les pays à travers le monde qui sont devenus des grandes puissances, oui, sont des pays qui ont une très grande géographie, une très grande population démographique et des ressources naturelles. L'Afrique a un tiers des ressources naturelles du monde. Et regardez, quand vous regardez la Chine c'est 9,6 millions de kilomètres carrés. Vous regardez les États-Unis, environ 10 millions, c'est-à-dire 9,8 millions. Regardez l'Inde, c'est 8,5 millions. Regardez la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. L'Europe occidentale, de manière générale, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Même quand vous êtes en Europe, le pays le plus peuplé, c'est l'Allemagne. Et donc, cette Allemagne-là a de grandes capacités de pouvoir produire des richesses. Parce qu'il y a une population active qui travaille à longueur de journée et qui a véritablement des solutions. Donc, l'Afrique, avec 1 milliard 300 millions d'habitants, oui, avec des ressources naturelles, avec tous les minéraux stratégiques qui servent aujourd'hui à la transition énergétique, je pense que ces atouts-là, si nous avons un personnel, une élite politique responsable, transformée, revisitée, compatible à nos réalités, dans la construction de notre génie propre, ça sera le départ. Et il y a des prédilections Kabila. Oui. Si à un moment donné, l'Occident est au-dessus, parce qu'on compte les États-Unis aujourd'hui, c'est la première puissance économique, la première puissance militaire. Mais écoutez, la tendance aujourd'hui, c'est la délocalisation de la puissance vers l'Asie. La Chine a beaucoup de prétentions aujourd'hui, avec autant de brevets, de découvertes en termes de recherche, etc. Donc, si les choses peuvent quitter l'Europe, oui, vers l'Orient, la Chine, oui, avec notre population, notre superficie, nos richesses naturelles potentielles, je pense, si nous élucidons comme il se doit le voie de sortie, avec un engagement vers la reconnexion avec nos ancêtres, je pense que, et d'ailleurs il y a des préconisations qui montrent que à la fin du siècle, en 2100, l'Afrique risque de reprendre sa puissance d'antan. Donc, il faut y travailler. Encore que, bon, les politiques africains s'y intéressent
et aille dans la direction de la construction d'un État fédéral d'Afrique. Et cet État fédéral d'Afrique va nous construire une seule religion sur base d'un congrès, va nous construire, n'est-ce pas, des indices, ce que j'appellerais des sociétés ou des projets fédérateurs ou intégrateurs, va nous construire une dynamique des échanges entre les différents pays qui deviendront pratiquement des provinces, des personnes ressources spécialisées dans tel ou tel domaine, etc. À ce moment-là, nous aurons un seul passeport, nous aurons, n'est-ce pas, là, c'est dans les cas de la mondialisation. Une seule monnaie, une seule banque centrale, oui, etc. Et il y aura des échanges. Aujourd'hui, il n'y a que 3% des échanges en Afrique. Et donc, nous avons intérêt à nous battre. Aujourd'hui, 3%, toute proportion réservée, on peut aller jusqu'à 15% si je m'abuse. Et voilà. Donc, si il advenait qu'on puisse décloisonner le continent, on puisse reconstruire une synergie gagnante, on peut en faire un seul État, continent, ce qu'on appelle un État civilisationnel, on peut arriver. Et il faut restaurer nos valeurs culturelles, comme la Mahad, etc. Parce que la Chine est ce qu'elle est, parce qu'elle a associé la science et le spirituel. Mutandis pour le Japon, qui a utilisé le stoïsme et la science, et le spirituel fertilise les esprits qui génèrent véritablement des alternatives. Et ça, l'Afrique en a besoin. Or, il y a une diversité de mouvements de résistance spirituelle. Il faut arriver véritablement à harmoniser ça. Et là, il faut avoir des hommes politiques, des dirigeants très volontaristes et engagés dans la transformation de l'Afrique. Ça reste un défi, en fait. Mais c'est Norbert Yamba-Yamba, aux contraintes évoquées ici haut, il y a risque de souligner également les différents problèmes qui entravent les développements systémiques de l'Afrique. Il y a entre autres la résurgence des conflits armés et des conflits fonciers qui battent son plein à travers l'Afrique. Pensez-vous, avec cette façon de vivre, l'Afrique va vraiment avoir ses lettres de noblesse? Kabea, je crois vous l'avoir dit, et je n'ai jamais cessé de le répéter, oui, que le paradigme que nous utilisons est hérocentrique. C'est-à-dire un paradigme à rentabilité externe. Oui. Le schéma a été conçu dans les relations entre le centre et la périphérie. Selon Samir Amin, les centres, ce sont des Occidentaux, et la périphérie, ce sont le pays du tiers-monde, s'il faut le dire ainsi. Et nos pays n'ont pour responsabilité que de produire, devenir des réservoirs de matières premières. Ces réservoirs de matières premières permettent aux Occidentaux, qui ont les industries, de venir prendre nos matières premières à l'état brut, les amener chez eux, les transformer chez eux, produire des richesses chez eux, créer des emplois pour leurs enfants et affecter ces richesses dans les différents secteurs de la vie, construire des écoles, construire des routes, construire des centres de santé, des hôpitaux, compagnie, etc. Et bien payer les gens, créer une sécurité sociale, compagnie. Mais nous, qui sommes le dépositaire de toutes ces richesses, nous n'avons rien. Ça, c'est le paradigme occidental. Oui. Et le paradigme occidental a permis de provoquer un certain nombre de conséquences. Pourquoi des conflits armés? Simplement parce que la guerre, pour l'Occident, est considérée comme une industrie la plus rentable que les investissements autres que la guerre. Les États-Unis, sur les 244 ans d'indépendance, ils ont mené la guerre pendant 241 ans. C'est ce qui a fait qu'ils continuent à être le plus puissant du monde. Ils affectent même 750 milliards de dollars en termes de dépenses militaires. Or, si nous, on était ensemble, avec nos chercheurs revisités, compatibles par rapport à notre écosystème, oui, nous pouvons inventer un autre paradigme qui sera infocentrique, à rentabilité interne. Ça veut dire, en fait, les richesses que Dieu nous a données, oui, doivent être extraites ici,
est transformé ici, commercialisé ici. À ce moment-là, avec l'intelligence économique, nous pouvons identifier des marchés potentiels à partir desquels nous pouvons véritablement commercer nos matières premières ou nos produits manufacturiers. Et aujourd'hui, le Congo-Kinshasa, par exemple, se trouve parmi les pays de la CIC, CRC, c'est plus de 350 millions de consommateurs à l'espace. Le pays de la SADC, c'est 400 millions de consommateurs. Et lorsque vous regardez l'Afrique dans son ensemble, c'est 1,3 milliard de consommateurs. C'est que très clairement, si nous avons la possibilité d'avoir nos propres technologies en fonction justement d'une révisitation de notre système éducatif ou notre génie propre et réhabilité, oui, nous pouvons avoir nos propres technologies. Et si nous ne pouvons pas les avoir aujourd'hui, nous pouvons même tronquer et les acheter. Parce que si hier l'Occident ne nous a pas transféré les technologies, nous sommes malheureusement mal placés aujourd'hui de constater que même nos frères asiatiques, nous sommes aussi gentils, nous appelons tout le monde de frères, mais en fait, ils n'ont pas pris d'autres alternatives pour nous permettre de véritablement d'avoir des technologies qui nous permettent de transformer et viennent aussi faire comme les Occidentaux. Par rapport au conflit armé dont vous venez d'évoquer, sur base de ce que vous avez énuméré, vous ne voyez pas que c'est dans cette optique qu'il faut comprendre aussi que le monde de la guerre, le monde de l'après-guerre est devenu un monde dangereux. Parce que si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que les conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sur la surface des États issus de la colonisation soient étouffés, mais aujourd'hui il n'en est pas ainsi, parce qu'on nous parle d'une guerre asymétrique, non conventionnelle, d'une infiltration où on a précipité l'armée nationale dans la confusion pour une seule armée, plusieurs instructeurs, plusieurs esprits, plusieurs infiltrations. Norbert Yamba-Yamba. Quand on comprendra les discours que nous tenons, on aura fait un bon bondissement. Quand je parle de changement de paradigme, oui, je suis en train de vouloir dire que dans ce paradigme-là, il faut avoir des racines. Un arbre sans racines ne donne pas de fruits. Vous voyez, donc, un arbre ne peut pas nourrir un autre arbre sans ses racines. Et donc, la fondation est très importante. Nos traditions sont importantes. Notre spiritualité, elle est naturelle. Chez les Américains, ils ont une catégorie de militaires qu'on appelle des rangers mentalistes. Qu'est-ce qu'ils font, Kabea? Oui. Ils peuvent se concentrer et savoir qu'à Kinshasa, à tel endroit, il y a Yamba-Yamba et Kabea est en train d'échanger. Tu vois, toutes ces guerres à l'Est, etc. Si nous pouvons réhabiliter notre spiritualité authentique, si nous pouvons reconstruire notre reconnexion avec le monde métaphysique qui est le nôtre, on peut identifier qui vient faire quoi, etc. Je vous ai donné l'exemple. Est-ce que la spiritualité seule peut permettre toutes ces histoires-là que vous venez de dire? Mais la spiritualité, c'est l'esprit. Oui. La capacité d'inventer. Sans combattre, sans une guerre, seulement il faut que c'est focalisé à la spiritualité. Non, mais on peut aussi on peut aussi gagner sans combattre. Il faut des stratégies. Il faut du génie. Mais en mettant la spiritualité même s'il faut combattre, regardez Kabea. Oui. Est-ce que regardez Kabea. Même s'il faut combattre, je vous ai donné l'exemple des amis de Topoki qui ont un produit. Quand on inoquille dans les yeux, tout de suite, vous pouvez voir même à 2000 km. Les Blancs ont fabriqué les satellites. Mais si nous, on avait pris en considération ce genre de tradition, nous pouvons scientifiser, nous pouvons théoriser, nous pouvons moderniser et en faire véritablement notre satellite. Et on pouvait vendre même ces satellites. On peut, ça va nous faire des rentrées, des devises, etc. Et nous pouvons également nous préparer face à la guerre. Je vous donne un autre exemple. Oui. Le Mbassou, par exemple. Mais si vous avez le Mbassou, vous avez la guerre, et c'est très clair que vous pouvez profiter de Mbassou et lancer le Mbassou, n'est-ce pas, à l'ennemi. Donc, au même moment que nous voulons gagner sans combattre, au même moment que nous sommes capables
de développer notre science et d'avoir des alternatives qui nous permettent véritablement de tenir le coup par rapport à l'évolution de notre société. Et donc, la réhabilitation de notre... la création de notre propre paradigme n'exclut pas la possibilité de faire la guerre, encore que le nouveau paradigme va non seulement nous permettre d'avoir de l'argent, mais avoir un génie qui nous permette de créer, d'inventer, d'imaginer d'autres solutions plus rentables que ce que nous avons aujourd'hui. Et ça va du soi. Et vous verrez que ces guerres vont résister, parce que la tendance pour nous, c'est il faut arrêter de saucissonner l'Afrique. Aujourd'hui, on est en 54 États. Et la tendance pour les Occidentaux, c'est d'aller jusqu'à 80 États. Le Congo, qui est dans le viseur, il y a une perspective de 4 à 5 États. Le Mali, tout ce que tu voyais là, perspective de 3 États, parce qu'il y a des richesses, il faut avoir des interlocuteurs directs. Je ne vais pas parler du Nigeria. Je ne vais pas parler du Sénégal, qui est un petit pays. On veut le diviser avec Casamance. Je ne vais pas parler de l'Angola. Ça va être une réussite totale pour l'Occident? Mais l'Occident s'est divisé pour mieux régner. Et maintenant, le problème, c'est que nous devons avoir un agenda en face de l'Occident, en face de rien, parce que la Chine est en train d'accumuler sa puissance. Demain ou le lendemain, la Chine peut aussi se transformer comme l'Occident. Parce que la Chine n'avait pas de bases militaires à travers le monde. Allez à Djibouti, vous allez voir que la Chine a mis en place les bases militaires. Nulle part au monde où on trouve des bases militaires de tous ces pays, de toutes ces puissances. C'est là en Afrique. Le terrain fertile ou même des graines pour y germer bien. Alors maintenant, si nous n'arrivons pas naturellement à inventer notre propre système, et à ce moment-là, nous serons toujours la proie des autres. Mais M. Norbert Yamba, vous avez parlé des terres fertiles. Sur le plan de l'agriculture, qui prévoit la nouvelle vision panafricaine face au développement agricole, d'autant plus que les développements des chaînes de valeurs agricoles au milieu rural devrait permettre aussi le développement des chaînes de valeurs agricoles au niveau interne. Mais vous ne voyez pas que, même s'il y a des efforts entrepris par le président de la République avec cette affaire des cannes à Makassisi, vous ne voyez pas qu'il y a une lanterne pour booster les développements sur les plans agricoles? Je soutiens mon président par rapport à l'approche Kanyama Kasese, qui du reste est une approche de socialisation, d'intégration de la jeunesse qui était en situation de détresse, etc. Et cela est en train de donner des résultats en termes de production, en termes d'initiation de ces jeunes en des métiers qui leur permettent de se stabiliser un jour. Mais comme j'ai toujours dit que le travail agricole, c'est un travail compliqué, un travail très dur, mais souvent un travail moins rentable. Lorsque vous regardez par exemple les États-Unis, qui est une puissance agricole, sur les 350 millions de personnes, il y a au moins 8% seulement qui s'intéressent aux questions agricoles. Mais l'agriculture est mécanisée. Ils reçoivent des subventions de l'État. Mutandis, lorsqu'on est en Europe. Notre président de la République a bien pensé, n'est-ce pas, pour mettre au devant de la scène l'agriculture, au travers d'un certain nombre de politiques. La première politique, c'était le budget. Vous savez qu'en 1960, 44% des devises provenaient du secteur agricole. À l'époque, c'était les Belges accompagnés avec beaucoup de sociétés agricoles et forestières. Ces sociétés ont été installées dans plusieurs agglomérations à travers le pays. Et ça donnait des moyens, ça donnait l'augmentation de la production compagnie, etc. Mais aujourd'hui, ces sociétés-là n'existaient pas. Mais si ces sociétés ont existé, il y a eu ce qu'on a appelé les crédits au colonna. C'est-à-dire tous ces Belges qui étaient on les appelle des colonialistes, mais avec des colons. Alors, ce sont des colons, mais qui avaient des sociétés agricoles. Ils recevaient des crédits de la Belgique. Le crédit au colonna. Et le président de la République a bien pensé de dire il faut une banque de développement rural. Ce qu'on appelle la banque de crédit agricole. Avec le maréchal Mobutu, ça a existé en face
de l'hôtel de ville, là où on a mis les services de cadastre. Il a existé. Moi-même, j'ai fait une étude en 1990. J'ai dit la Banque de Crédit Agricole, mythe ou réalité. Et dans mes investigations, j'avais trouvé que 99% des crédits ont été alloués, n'est-ce pas, aux membres, aux acteurs politiques. Bureau politique, membres du comité central et du gouvernement. La société, ce qu'on appelle la SOFIDE, la Société des finances de développement. La plupart des coopératives d'épargne et de crédit sont en faillite. Vous avez le fonds de développement, comment on dit, de promotion industrielle. Vous avez suivi combien FPI. Les gens se sont endettés et qui n'ont rien payé. Et quand nous avons fait l'étude, une publication qui existe depuis 90 à l'époque, 98% des gens qui s'endettaient à la Banque de Crédit Agricole ne payaient pas. C'est un peu la situation qu'on est en train d'observer avec les fonds de promotion industrielle depuis un certain temps. Dans le cadre alors maintenant, le président de la République met en place un fonds de développement rural. Oui. Et avec possibilité de soutenir même des coopératives à travers le pays. Et dans ce projet de développement de 145 territoires, je pense il y a les soutiens à l'agriculture. Au travers de la politique, par exemple, des crédits, le budget lui-même qui doit quitter 2% vers... Nous sommes au-delà même de 7% aujourd'hui. Oui. Et avec le projet de 145 territoires, on serait même au-delà de 15%. Il faut une politique foncière. Aujourd'hui, il y a une politique foncière qui revisite, n'est-ce pas, l'octroi des espaces fonciers à des personnes qui en ont besoin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des papiers sur le plan de la possession des espaces fonciers, mais qui ne travaillent pas, qui ne produisent pas. Ils font de la spéculation. Mais les conflits locaux fonciers posent problème. Et cela existe parce qu'au regard de l'article 389 du Code foncier, je crois, des années 73, voulait régler cette question avec une disposition d'une loi sectorielle. Malheureusement, ça n'a jamais intervenu, sauf avec les codes miniers, les codes forestiers. C'est très clair, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Oui, mais nous ne sommes pas des décideurs, malheureusement. Il y a des gardiens, qui sont les populations locales. Donc, cette question est quelque peu réglée, mais il faut davantage réfléchir pour donner des solutions correspondantes. Donc, le président, au moment où le gouvernement, de manière générale, vous avez une minute pour conclure. Crédit Agricole, le président met en place aussi un fonds de garantie pour créer une pépinière d'entrepreneurs qui deviennent des millionnaires, comme on l'a fait en Chine. Oui. Beaucoup de nos compatriotes, qui sont à l'étranger, la diaspora, qui ont appris pas mal de recettes, peuvent revenir. Pas une diaspora pour mettre le pays en difficulté, une diaspora qui amène l'expérience, qui amène des recettes, qui amène des technologies. Et avec le fonds de garantie, ils peuvent avoir des projets bancables, on peut leur donner des moyens, ils peuvent véritablement créer des richesses. Ça, on en a besoin et c'est comme ça qu'on va créer l'emploi. Mais c'est Norbert Mbamba, vous avez énuméré un certain nombre de problèmes. Et les constats amers restent et demeurent, et que l'Afrique, depuis l'accession de certains pays africains à l'indépendance, l'Afrique se débat toujours dans des sérieuses difficultés économiques, politiques, sociales, tout cela. Maintenant, pour résoudre ces problèmes avec une nouvelle gouvernance, mode de gouvernance qui s'impose à travers ces changements de paradigme, que faudra-t-il faire sur le plan spirituel, politique, social ou sociétal et économique? Sur le plan spirituel, il faut abandonner les religions importées. Mais il ne faut pas non plus faire du mal à nos frères qui sont chrétiens, musulmans, je ne sais pas, bouddhistes ou hindouistes. Nous devons discuter ensemble pour dire que voilà, ça va faire 6 siècles. Les musulmans sont ici il y a 14 siècles. Et puis bon, on a adhéré sans problème. Ok, mais et le résultat?
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir un peu par rapport à ça pour se dire quelle est la vraie religion que nous pouvons avoir? Parce que la religion, c'est un phénomène récent. Sur le plan nous avons vécu avec des traditions, nous n'avons pas vécu avec la religion. La religion, c'est une organisation humaine. Ce n'est pas une dictée surnaturelle. Et donc, nous devons revoir cela, mais dans une discussion globale, globalisante, avec nos frères qui sont dans des religions dites importées, etc. Nous devons revisiter notre système politique, la fameuse démocratie. Une démocratie qui n'aboutit qu'à des guerres récurrentes, à l'occidentale, qui aujourd'hui est fatiguée, elle est épuisée, elle est essoufflée, dépassée, démodée au niveau de l'Occident, elle ne donne plus de solutions. Et alors maintenant, l'Occident est en train de réfléchir à la construction d'un nouveau système. Et nous voulons utiliser l'ancien système qui n'a pas donné. Et là, l'élite politique, intellectuelle, économique a la responsabilité de réfléchir. Sur le plan on ne peut pas changer un pays qui est un sous-continent simplement parce qu'on fait des déclarations, des élections, déclarations, des positionnements, déclarations. Non, 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 il faut que ça s'arrête. Il faut que les universités fonctionnent. Quelqu'un me dira, mais écoutez, M. Yamba, les universités, oui, mais est-ce qu'on leur donne des subventions? Mais commencez par produire des Sur le plan économique. Comment on ne peut pas réfléchir sur le plan économique? Oui. Je pense qu'il faut créer une pépinière. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de pouvoir avoir un fonds de garantie. On va créer des millionnaires chez nous. Mais il faut qu'il y ait des projets bancables. Ce n'est pas parce qu'on va donner l'argent que quelqu'un va s'amener comme ça. Il dit, moi, je vais construire une maison. Arrêtez. Il faut que la bancabilité soit démontrée et qu'on va voir la rentabilité de l'entreprise et les spécificités techniques et l'apport par rapport à ce que nous cherchons pour donner des résultats pour notre pays. Mais ça, on a besoin des hommes et des femmes qui sont ambitieux, qui en réalité ont des projets qui répondent aux préoccupations de notre peuple. Et c'est là qu'il y a un problème. Pour terminer sur la le plan plupart sociétal, des projets que nous avons, c'est quelqu'un qui veut faire un start-up avec un super café. Écoutez, c'est pas ça qui va changer notre pays. Regardez, nous avons le cobalt, nous avons le coltan, nous avons les diamants compagnie, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont fait des recherches qui peuvent financer, nos opérateurs économiques, peuvent financer même la recherche? Pour conclure sur le plan social, M. Norbert. Ben, sur le plan social, vous savez que le social marche de pair avec la prospérité économique. Et l'économie est l'ouvrière de l'homme. Si l'économie ne marche pas, le social ne marche pas parce que les gens n'auront pas accès à l'école, les gens n'auront pas accès à l'hôpital. Il y a déjà la gratuité de l'enseignement. Ben, oui, bien entendu. Ça, c'est les efforts qui sont réalisés par le gouvernement au travers le leadership du président de la République. La santé mais, universelle. Écoutez, oui, bien entendu, mais c'est ça justement. Mais ça ne suffit pas. Je dis que les moyens sont insuffisants. Regarde. Les moyens sont insuffisants. Nous avons par exemple 12 milliards de dollars du budget aujourd'hui. Mais regardez, nous avons une population plus que la France. C'est 14 milliards. 14 milliards. Ça varie de 12 à 14 milliards. Ouais. Ah, je parlais de 2022. Ouais, 14 milliards pour 2023. Ouais. Mais écoutez, regardez la France. C'est 330 à 400 milliards d'euros. Vous voyez? Et donc, mais nous avons une population plus que celle de la France. Oui. Alors maintenant, nous avons plus de besoins que ceux de la France. Mais nous avons moins d'argent que la France. C'est comme ça qu'il faut à un moment donné qu'on élève le débat. On ne peut pas demander qu'on fasse des autoroutes dans un pays qui n'a que 10 milliards ou 14 milliards. Et donc la France a 400 milliards de dollars chaque son budget. Il faut maintenant qu'on ait une volonté volontariste de prendre même des dettes. Les États-Unis est la plus grande puissance économique du monde, mais qui a une dette l'équivalent de son produit intérieur brut. 18 000 milliards de dollars. Nous devons prendre même des dettes. Mais encore que notre diaspora nous aide. Mais les notre diaspora, les remboursements notre et les diaspora paiements d'intérêts doit nous aider. par les créanciers, M. Norbert Yamba, entravent toutes sortes de développements. Arrêtez, nous aurons à affecter de l'argent dans les secteurs productifs, nous aurons des richesses, nous allons transformer ces richesses parce qu'on va tronquer, on va acheter des technologies et ça va nous permettre véritablement d'avancer et de nous donner des résultats. Votre mot de la fin pour conclure. Mon mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas de changement mathématique ou mécanique. Tout vient avec le temps. Il faut poser les jalons, il faut un premier pas et le premier pas a toujours été le plus long. Nous entendons que les politiques, les scientifiques, la population de manière générale, nous soyons en mesure de comprendre les priorités et c'est sous bas de ces priorités que nous allons scientifiser, moderniser pour prendre une tangente qui nous permet de relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple.
Très bien. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous voyez les soucis majeurs qu'a le chercheur, le panafricaniste Norbert Yamba pour le développement de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Je crois que les propos de M. Norbert Yamba nous aidera à effleurer les différents problèmes spirituels, économiques, sociaux, politiques et à nous déterminer pour des changements profonds et constructifs. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite du programme sur votre chaîne.